Dans le monde, il existe des objets dont la disparition a non seulement laissé un vide physique, mais aussi un écho éternel dans l'histoire. Des œufs incrustés de joyaux qui symbolisaient l'éclat des tsars russes, une épée samouraï qui incarnait l'honneur et l'héritage du Japon. Une sale fête d'ambre pur qui brillait comme le soleil, mais qui a été dévorée par le chaos de la guerre. Ce ne sont pas de simples pertes, ce sont des chapitres incomplets de l'humanité, des pièces d'un puzzle qui pourraient réécrire ce que nous savons de notre passé. Numéro 1. Les œufs de Fabergé disparus sont l'épitome du luxe et de l'élégance, des joyaux qui reflètent l'éclat de la Russie impériale. Conçus par le maître Karl Fabergé à la fin du XIXe siècle, ces œufs uniques étaient des cadeaux exclusifs pour les tsars et leurs familles. Décorés de métaux précieux et de pierres inestimables, ils contenaient à l'intérieur des surprises élaborées, telles que des miniatures ou des mécanismes délicats. Au total, 50 exemplaires ont été fabriqués, chacun représentant un prodige de créativité et d'art. Cependant, le destin de ces trésors a changé radicalement avec la révolution russe de 1917. Au milieu du chaos et de la chute de la monarchie, 8 des œufs ont disparu sans laisser de traces. Certains des autres survivants ont été vendus aux enchères à des collectionneurs privés, tandis que d'autres se trouvent dans des musées. Mais ces 8 œufs perdus sont une énigme qui intrigue les experts et les historiens depuis des décennies. Les théories sur leur emplacement sont nombreuses. Certains pensent qu'ils ont été pillés et vendus sur le marché noir, tandis que d'autres croient qu'ils restent cachés dans une collection secrète. En 2014, l'un des œufs perdus a été retrouvé par hasard aux États-Unis, soulignant que ces trésors pourraient être plus proches que nous ne l'imaginons. Numéro 2. Le Saint Graal est sans aucun doute l'un des objets les plus légendaires et mystérieux de l'histoire. Selon la tradition, cette coupe sacrée a été utilisée par Jésus-Christ lors de la dernière scène et plus tard par Joseph d'Arimathie pour recueillir le sang du Christ lors de sa crucifixion. Son importance spirituelle a inspiré des quêtes, des mythes et des œuvres littéraires pendant des siècles. La légende du Graal a gagné en notoriété avec les histoires arthuriennes, où les chevaliers de la table ronde le cherchaient comme symbole de rédemption et de connexion divine. Le Graal, dans ces récits, représente non seulement un objet physique, mais aussi une quête spirituelle et morale, une épreuve du caractère du chercheur. À l'époque moderne, la fascination pour le Saint Graal s'est accrue grâce à des films et des livres tels qu'Indiana Jones et la dernière croisade, mais sa véritable nature reste débattue. Est-ce un objet tangible ou une métaphore? Certains pensent qu'il est caché dans des monastères isolés, tandis que d'autres pensent qu'il n'a jamais existé physiquement. Le Saint Graal reste un mystère qui mêle religion, histoire et fantaisie. Sa quête symbolise l'aspiration éternelle de l'humanité à trouver quelque chose de supérieur, quelque chose qui transcende le matériel et se connecte au divin. Cette coupe, qu'elle soit réelle ou non, continue d'inspirer des générations dans leur quête de l'inaccessible. Sera-t-il un jour retrouvé? Peut-être que la véritable valeur du Graal réside dans la quête elle-même. Numéro 3. L'épée Masanin. C'est l'une des épées les plus emblématiques de l'histoire japonaise, symbole d'honneur et de maîtrise. Créée par le légendaire maître forgeron Goro Masanin au XIIIe siècle, cette katana est l'épitome de la perfection artisanale. Ses lignes élégantes, son tranchant implacable et sa réputation en ont fait un trésor national, tant pour sa signification culturelle que pour sa beauté incomparable. Pendant des siècles, cette épée a été transmise entre les shoguns du Japon, représentant la force et la légitimité de ses porteurs. C'était plus qu'une arme, c'était une insigne de pouvoir et de respect. Mais son histoire a pris un tournant tragique après la Seconde Guerre mondiale, lorsque le Japon, vaincu, a été contraint de remettre de nombreuses épées à l'armée américaine. Au milieu de cette confusion, la Masamune a disparu. Les théories sur son destin sont multiples. Certains croient qu'un soldat américain l'a emporté avec lui comme un simple souvenir, ignorant sa valeur historique immense. D'autres suggèrent qu'elle a été détruite, une perte irréparable pour la culture japonaise. Cependant, l'espoir persiste que l'épée soit cachée quelque part, attendant d'être redécouverte. Le mystère de la Masamune est un rappel de la fragilité des artefacts historiques en temps de conflit. Numéro 4. Trésor volé du Musée national d'Irak. Dans le chaos de l'invasion de l'Irak en 2003, l'un des épisodes les plus sombres pour le patrimoine culturel a été le pillage du Musée national d'Irak. Ce musée abritait une collection incomparable d'artefacts de plus de 5000 ans, témoins des premières civilisations humaines. Cependant, pendant le conflit,
plus de 137 000 pièces ont été volées, un coup dévastateur pour l'histoire mondiale. Parmi les objets disparus, il y avait des tablettes cunéiformes, des bijoux sumériens, des sculptures babyloniennes et des sceaux cylindriques qui racontaient l'histoire de l'humanité. Certains de ces trésors sont réapparus sur les marchés noirs et dans les musées étrangers, tandis que d'autres restent perdus. Les campagnes internationales ont permis de récupérer environ 4 500 pièces, mais la majorité est toujours manquante. Ce pillage, considéré comme un crime contre l'humanité, souligne l'importance de protéger le patrimoine culturel en temps de guerre. Interpol et d'autres organisations travaillent sans relâche pour traquer les objets, mais le processus est lent et compliqué. Pendant ce temps, les pièces manquantes sont un rappel de la façon dont l'art et l'histoire peuvent être victimes de la cupidité et de la négligence. Le Musée national d'Irak a rouvert ses portes, mais les vitrines vides parlent d'un passé irréparable. La perte de ces trésors est une tragédie pour toute l'humanité, un rappel de ce qui est en jeu lorsque le patrimoine culturel est laissé sans protection. Numéro 5. Tête d'un faune. La sculpture en marbre connue sous le nom de tête de faune est une œuvre entourée de mystères et de doutes sur son sort. Cette pièce est attribuée au jeune Michel-Ange, qui, selon les récits, l'aurait sculptée à 15 ou 16 ans comme une copie créative d'une œuvre ancienne, mais avec ses propres modifications. Bien qu'elle ne soit pas considérée comme l'une de ses œuvres les plus emblématiques, elle témoigne de son génie précoce et de sa capacité à capturer magistralement les détails anatomiques. La trace de la sculpture se perd dans un moment donné du XVIIe siècle. Selon les documents historiques, il se trouvait peut-être à la Galerie des Offices à Florence vers 1860, avant d'être transféré au Musée national du Bargello en 1865. Cependant, pendant la Seconde Guerre mondiale, son sort devient incertain. Certains pensent qu'elle a été volée pendant le conflit, tandis que d'autres soutiennent que la pièce disparue pourrait ne pas être l'original. Le mystère se complique car il n'existe pas de description détaillée permettant de vérifier son authenticité. Si la tête de faune de Michel-Ange existe encore, elle pourrait être entre les mains d'un collectionneur privé, cachée quelque part dans le monde, voire détruite. Le manque de preuves laisse les experts avec plus de questions que de réponses. Cette œuvre perdue représente non seulement le génie d'un jeune artiste, mais aussi la fragilité de l'art en temps de conflit. Alors que le monde continue de chercher la tête d'un faune, son histoire reste un rappel de la valeur inestimable de la préservation de notre patrimoine culturel. Numéro 6. La chambre d'ambre. Une salle éblouissante construite avec des panneaux d'ambre, de la feuille d'or et des miroirs, est l'une des merveilles les plus fascinantes de l'histoire de l'art. Créé au XVIIIe siècle par des artisans prussiens, ce chef-d'œuvre était un cadeau du roi Frédéric Guillaume Ier de Prusse au tsar Pierre le Grand de Russie. Dans le palais de Catherine, près de Saint-Pétersbourg, la salle est devenue un symbole d'opulence et de sophistication. Cependant, pendant la Seconde Guerre mondiale, les troupes nazies pillèrent la chambre d'ambre et la déplaça à Königsberg, où elle fut brièvement exposée. À la fin de la guerre, avec l'avancée de l'armée rouge, la pièce a mystérieusement disparu. Son destin reste un mystère. Certains pensent qu'elle a été détruite lors des bombardements, tandis que d'autres spéculent qu'elle pourrait être cachée dans un bunker ou dissimulée quelque part en Europe. En 2003, la Russie a inauguré une réplique fidèle de la chambre d'ambre dans le palais de Catherine, recréée avec des techniques traditionnelles et des analyses de design modernes. Malgré cela, la perte de l'original intrigue encore les historiens et les chasseurs de trésors. La chambre d'ambre n'est pas seulement une œuvre d'art perdue, mais un témoignage de la façon dont les conflits armés peuvent effacer des joyaux culturels d'une valeur inestimable. Sa recherche reste un symbole d'espoir et de persévérance pour ceux qui souhaitent récupérer des fragments de notre histoire partagée. Numéro 7. Fountain de Marcel Duchamp. Il a révolutionné le monde de l'art avec sa proposition conceptuelle audacieuse. Créée en 1917, la pièce se compose d'un urinoir en porcelaine signé Hermu et présenté face vers le haut. Cette provocation artistique défiait les notions traditionnelles de ce qui pouvait être considéré comme de l'art, générant un intense débat qui persiste encore aujourd'hui. Duchamp a qualifié Fountain de ready-made, une catégorie d'œuvres composées d'objets du quotidien recontextualisés pour être vus sous un jour nouveau. Bien qu'elle ait été initialement rejetée par le jury de l'exposition où il tentait de l'exposer, l'œuvre est devenue une icône de l'art moderne. Son message était que l'art ne réside pas seulement dans l'objet, mais dans l'intention et la perspective de l'artiste. Le destin de l'original de Fountain est incertain.
Il a été perdu peu après sa création, laissant à la place une série de répliques autorisées qui sont aujourd'hui exposées dans des musées comme le Tate Modern à Londres. Ces répliques maintiennent vivante l'essence de l'œuvre, même si l'authenticité de l'original reste un mystère. Fountain symbolise la rupture avec les conventions artistiques traditionnelles et l'ouverture vers de nouvelles formes d'expression. Sa perte physique n'a pas diminué son impact culturel, car son héritage continue d'inspirer des artistes et de défier le public à redéfinir ses idées sur l'art. Numéro 8, le diamant florentin. Une gemme jaune de taille exceptionnelle, une histoire chargée de mystère, c'était l'une des pierres précieuses les plus célèbres de son époque, avec une estimation de 137 carats. Ce diamant a orné les cours des Médicis à Florence et des Habsbourg en Autriche, deux des dynasties les plus puissantes de l'histoire. Bien que ses origines soient incertaines, on pense que la pierre a été découverte en Inde et acquise par la famille Médicis au XVe siècle. Par la suite, il est passé entre les mains des Habsbourg, qui l'ont inclus dans leurs trésors impériaux. Cependant, après la chute de l'Empire austro-hongrois en 1918, le diamant a disparu dans des circonstances inconnues. On suppose qu'il a été volé, emporté en Amérique du Sud et finalement taillé en morceaux plus petits pour être vendu sur le marché noir. Aujourd'hui, le diamant florentin est une énigme qui fascine historiens et gémologues à parts égales. Sa disparition ne représente pas seulement la perte d'un objet de valeur inestimable, mais aussi un chapitre sombre de l'histoire du pillage et de l'ambition humaine. La recherche du diamant florentin continue d'alimenter mythes et théories. Même si certains pensent qu'il ne sera jamais retrouvé, sa légende persiste comme symbole de puissance, de luxe et de fragilité des trésors historiques face au temps et à la cupidité. Numéro 9, l'Arche de l'Alliance est un objet sacré enveloppé de mysticisme et de légende. Selon les écritures bibliques, ce coffre en bois recouvert d'or contenait les tablettes de pierre sur lesquelles étaient inscrits les 10 commandements donnés à Moïse sur le mont Sinaï. Sa construction était un mandat divin, avec des détails précis sur son design, y compris 2 chérubins sur le couvercle connu sous le nom de propitiatoire. L'arche n'était pas seulement un symbole religieux, on lui attribuait aussi des pouvoirs surnaturels. On dit qu'elle a accompagné les Israélites pendant leur bataille, les aidant à vaincre leurs ennemis. Cependant, son emplacement est devenu un mystère lorsque, après la destruction du temple de Jérusalem par les Babyloniens en 586 avenue Jésus-Christ, il a disparu sans laisser de traces. Il a disparu sans laisser de traces. Les théories sur son destin sont nombreuses. Certains croient qu'elle a été cachée dans des grottes secrètes avant l'invasion, tandis que d'autres pensent qu'elle a été emmenée en Éthiopie, où l'on dit qu'elle reste dans l'église Sainte-Marie de Sion à Aksoum. Cependant, les autorités locales ne permettent à personne, sauf aux gardiens de l'arche, de s'en approcher, alimentant encore plus le mystère. La recherche de l'Arche de l'Alliance a inspiré des explorateurs, des archéologues et même des films emblématiques comme Indiana Jones et les aventuriers de l'Arche perdue. Sa disparition reste l'un des plus grands mystères de l'Antiquité, un rappel de la manière dont la foi et l'histoire peuvent s'entrelacer dans un objet chargé de signification. L'Archaeopteryx de Max Berg, le fossile, une découverte clé pour comprendre la transition des dinosaures aux oiseaux, a disparu dans des circonstances aussi extraordinaires que sa découverte. Ce fossile, découvert en 1956 dans une carrière de calcaire en Allemagne, est rapidement devenu un trésor scientifique en raison de ses caractéristiques uniques qui combinaient des traits de reptiles et d'oiseaux. Après avoir été examiné par des paléontologues du monde entier, le fossile a été rendu au gestionnaire de la carrière, qui en a assumé un contrôle strict. Avec le temps, l'homme, connu pour son caractère réservé, a refusé de permettre d'autres études sur le fossile. Après sa mort en 1991, l'Archaeopteryx a complètement disparu, laissant les experts perplexes. On suppose que le fossile a pu être vendu en secret, volé ou même enterré avec son propriétaire comme une possession précieuse. Sa perte constitue non seulement un coup dur pour la paléontologie, mais aussi un rappel de la facilité avec laquelle des trésors scientifiques peuvent disparaître par négligence ou par décision personnelle. Malgré son absence, l'archéologue de Max Berg reste une pièce maîtresse de l'histoire de l'évolution et sa récupération constituerait une avancée monumentale pour la science. Jusqu'à présent, son histoire reste un exemple fascinant de la façon dont l'extraordinaire peut se fondre dans le mystère. Numéro 11. Les joyaux de la couronne irlandaise, symbole de luxe et de prestige, sont une énigme qui perdure depuis leur disparition en 1907. Ces pièces, appartenant à l'ordre de Saint-Patrick,
consistait en une étoile en diamant, émeraude et rubis, ainsi qu'une insigne et 5 colliers en or incrustés de diamants. Ces joyaux n'étaient pas la propriété de la monarchie britannique, mais représentaient la distinction de cet ordre exclusif de chevaliers. Le vol a eu lieu peu de temps avant la visite du roi Édouard VII au château de Dublin. Conservés dans une chambre forte à l'intérieur de la tour Bedford, les joyaux ont disparu sans laisser de traces. Ce qui est le plus déconcertant, c'est que l'accès à la chambre forte nécessitait 2 clés qui étaient sous la supervision du vicaire de l'ordre, ce qui soulève des questions sur une éventuelle complicité interne. Malgré les efforts de recherche, y compris l'utilisation de médiums et la collaboration de l'auteur Arthur Conan Doyle, célèbre pour ses histoires de Sherlock Holmes, les joyaux n'ont jamais été récupérés. Les théories sur leur destin vont de leur vol par des membres de l'aristocratie à leur vente sur le marché noir. Aujourd'hui, les joyaux de la couronne irlandaise représentent un mystère non résolu. Perte importante du patrimoine culturel. La Nativité avec Saint François et Saint Laurent du célèbre peintre italien de Caravage est l'une des œuvres d'art les plus importantes à avoir été perdue dans l'histoire. Créée en 1600, cette œuvre maîtresse représente la scène de la naissance de Jésus entouré de figures bibliques, y compris la Vierge Marie et les saints François et Laurent. Son style dramatique et l'utilisation du clair-obscur typique de Caravage en font un joyau irremplaçable. Le vol a eu lieu en 1969 dans l'oratoire de San Lorenzo à Palerme, en Sicile. Les voleurs ont découpé la peinture de son cadre pendant la nuit, l'emportant sans laisser de traces. Au fil des décennies, des rumeurs ont circulé selon lesquelles l'œuvre aurait été achetée et revendue par la mafia sicilienne, mais les enquêtes n'ont jamais réussi à la localiser. En 2015, une réplique de la peinture a été commandée et occupe maintenant sa place dans l'oratoire. Cependant, le sort de l'original reste un mystère. Certains pensent qu'elle a pu être détruite par négligence, tandis que d'autres croient qu'elle pourrait encore être entre les mains d'un collectionneur privé. La perte de la Nativité prive non seulement le monde de l'art d'une œuvre irremplaçable, mais met également en évidence les dangers auxquels sont confrontés les trésors culturels en raison du vol et du trafic illicite. Son histoire est un exemple tragique de la façon dont la cupidité peut priver le monde de son patrimoine le plus précieux. Numéro 13, le trophée de la Coupe du Monde. Jules Rimet est le symbole de la victoire dans le tournoi le plus prestigieux du football mondial. Elle a une histoire marquée par le mystère et le vol. Ce trophée emblématique a été conçu en 1930 et remis au premier vainqueur du championnat, l'Uruguay. Son design représentait Nike, la déesse grecque de la victoire, soutenue sur une base octogonale. L'incident le plus célèbre s'est produit en 1966, lorsque l'Angleterre était l'hôte du tournoi. Le trophée était exposé dans une galerie à Londres sous de strictes mesures de sécurité, ou du moins c'est ce qu'on croyait. Un dimanche, lors d'un moment d'inattention des gardiens, le trophée a été volé de sa vitrine. La nouvelle a provoqué un émoi mondial et Scotland Yard a lancé une intense recherche. Curieusement, le trophée a été retrouvé par un chien nommé Pickles pendant qu'il se promenait avec son maître. Pickles est devenu un héros national en récupérant l'objet précieux, caché sous un buisson dans un jardin londonien. Cependant, l'histoire du trophée ne s'est pas arrêtée là. En 1983, après avoir été remis définitivement au Brésil en tant que triple champion du monde, le trophée a de nouveau été volé à Rio de Janeiro. Cette fois, les autorités n'ont pas réussi à le récupérer. On pense qu'il a été fondu et vendu, se perdant ainsi pour toujours. La FIFA a commandé une réplique qui est maintenant exposée à sa place, mais la perte de l'original reste un chapitre sombre dans l'histoire du football. Numéro 14, les joyaux de la couronne suédoise. Lors d'un audacieux vol en pleine lumière du jour, les joyaux de la couronne suédoise ont disparu de la cathédrale de Strängnäs en 2018. Cet ensemble comprend 2 couronnes et un orbe doré, symbole de la monarchie suédoise, datant du XVIIe siècle. Les objets étaient dans une vitrine fermée à clé, mais les mesures de sécurité se sont révélées insuffisantes face à l'astuce des voleurs. La scène de crime semblait tout droit sortie d'un film d'action. Les voleurs, après avoir brisé la vitrine, s'en sont fuis à vélo jusqu'à une vedette qui les attendait dans un canal voisin. La police les a poursuivis en hélicoptère, mais les voleurs ont réussi à échapper aux autorités. La valeur estimée des joyaux était de 6,9 millions d'euros. Bien que son importance historique soit inestimable. Malgré les efforts de la police, l'affaire reste entourée de mystères. Un suspect a été arrêté lorsque son ADN a été retrouvé sur les bijoux récupérés ultérieurement,
mais le reste du butin n'a pas encore été localisé. Ce vol n'était pas le premier du genre en Suède, où des incidents similaires ont été signalés les années précédentes. Les joyaux de la couronne suédoise représentent non seulement l'héritage de la royauté, mais aussi la fragilité des trésors historiques face à des actes de cupidité. Sa disparition a laissé un vide tant dans l'histoire que dans l'imaginaire collectif, mais elle a aussi montré la nécessité de protéger notre patrimoine avec plus de rigueur. Numéro 15, le sarcophage de Mizrino. Un trésor inestimable de l'ancienne civilisation égyptienne, représente une perte tragique dans l'histoire du patrimoine archéologique. Cet imposant artefacté, fabriqué en pierre et richement décoré, a été construit pour abriter les restes du pharaon Mezrin, qui a régné sur l'Égypte durant la 4e dynastie, vers 2500 avant Jésus-Christ. À l'origine situé dans la 3e pyramide de Gizeh, le sarcophage symbolisait la grandeur et la sophistication de la culture égyptienne. Cependant, son destin a pris un tournant inattendu au XIXe siècle, lorsque des explorateurs européens ont commencé à redécouvrir et à transporter des artefacts égyptiens à l'étranger. Howard Weiss, un militaire britannique avec une penchant pour l'utilisation d'explosifs pour accéder à des monuments anciens, a extrait le sarcophage de la pyramide dans le but de l'envoyer en Angleterre pour exposition. Le sarcophage a été soigneusement emballé et chargé sur un bateau nommé Béatrice, qui est parti vers l'Europe. Tragiquement, le Béatrice n'est jamais arrivé à destination. Le bateau a fait naufrage dans les eaux de la Méditerranée, emportant avec lui le sarcophage et d'autres trésors historiques. Malgré de multiples tentatives pour localiser l'épave, à ce jour, aucun reste de la cargaison n'a été trouvé. Numéro 16, la bibliothèque perdue des tsars de Moscou. Également connue sous le nom de bibliothèque dorée, c'est l'une des légendes les plus intrigantes de l'histoire russe. On dit que cette collection abritait des manuscrits d'une valeur inestimable, y compris des textes grecs, romains et orientaux rassemblés pendant des siècles par les dynasties régnantes de Russie. On pense que sa richesse littéraire et son importance historique étaient si vastes qu'elle rivalisait avec les plus grandes bibliothèques du monde ancien. La légende raconte que la bibliothèque a disparu durant le règne d'Ivan le Terrible, le premier tsar de Russie. Ivan était connu autant pour sa brutalité que pour son amour de l'érudition, ce qui l'a conduit à protéger jalousement cette collection. Selon certaines théories, la bibliothèque aurait été cachée dans des tunnels secrets sous le Kremlin pour éviter qu'elle ne tombe entre de mauvaises mains pendant les conflits de l'époque. Au fil des siècles, de nombreux explorateurs, archéologues et chasseurs de trésors ont tenté de localiser cette bibliothèque légendaire. Cependant, jusqu'à présent, aucune preuve concluante de son existence n'a été trouvée. Certains croient que les manuscrits ont pu être détruits, tandis que d'autres pensent qu'ils pourraient encore être cachés quelque part sous les rues de Moscou. Numéro 17, poème perdu de Sappho. Considérée comme l'une des poétesses les plus remarquables de la Grèce antique, elle a laissé un héritage qui, bien que fragmenté, continue de captiver les amateurs de poésie. Il a vécu au VIe siècle avant J.C. Sur l'île de Lesbos, elle était célèbre pour sa capacité à exprimer des émotions humaines complexes avec une profondeur et une beauté incomparables. Ses poèmes, qui exploraient des thèmes comme l'amour, la perte et la passion, étaient célébrés dans toute la Hellade. Cependant, le temps n'a pas été clément avec son œuvre. Des quelques 9 recueils qu'il aurait écrits, seuls quelques poèmes complets et de nombreux fragments ont survécu. Ce phénomène, commun aux œuvres de l'Antiquité, a laissé aux historiens et aux philologues la tâche de reconstituer son héritage à partir de papyrus exhumés et de références dans des textes ultérieurs. Ces dernières années, la découverte de nouveaux fragments dans des papyrus anciens a ravivé l'intérêt pour Sappho une fois de plus. En 2014, 2 poèmes jusqu'alors inconnus ont été découverts dans un papyrus égyptien. Ces pièces ont éclairé des aspects personnels de sa vie, comme sa relation avec sa famille et sa vision de la mortalité. Chaque découverte nourrit l'espoir que d'autres œuvres de Sappho puissent encore apparaître lors de futures fouilles ou analyses de textes anciens. Numéro 18, la bataille d'Anghiari est l'une des œuvres les plus mystérieuses et convoitées de Léonard de Vinci. Créée en 1505, cette pièce monumentale a été commandée pour décorer la salle des 500 au Palazzo Vecchio de Florence. Elle représentait une bataille médiévale féroce entre les troupes de Milan et de Florence, avec un style dynamique et détaillé qui était considéré comme révolutionnaire pour l'époque. Cependant, l'œuvre a disparu peu après sa création. Selon les archives historiques, Léonard a expérimenté une technique innovante pour peindre directement sur le mur,
mais les résultats ont été désastreux et la peinture a commencé à se détériorer rapidement. Par la suite, on pense qu'elle a été recouverte par une autre fresque réalisée par Giorgio Vasari, laissant l'œuvre originale cachée sous des couches de peinturée, de plâtre. Au fil des siècles, la bataille d'Anghiari a été l'objet d'une recherche acharnée de la part des historiens et des experts en art. Certains pensent qu'elle pourrait encore être intacte sous les couches ajoutées à la salle des 500, tandis que d'autres estiment qu'elle a pu être détruite. Les efforts modernes, y compris des analyses avec des technologies avancées comme des scanners infrarouges, ont donné des indices sur la possible existence de l'œuvre, mais sa récupération reste insaisissable. Numéro 19, vol au musée Isabella Stewart Gardner. C'est l'un des plus grands mystères de l'histoire de l'art. Dans la matinée du 18 mars 1990, 2 hommes déguisés en policiers sont entrés dans le musée et ont volé 13 œuvres d'art d'une valeur estimée à 500 millions de dollars. Parmi les pièces volées se trouvaient des chefs-d'œuvre de Vermeer, Rembrandt, Degas et Manet. Les voleurs ont trompé le personnel de sécurité, en affirmant qu'il répondait à un appel d'urgence. Une fois à l'intérieur, ils ont immobilisé les gardes et ont pris leur temps pour sélectionner soigneusement les œuvres. Dans un acte d'audace, ils ont même découpé certains toiles de leur cadre, laissant les structures vides comme un symbole de la perte. Malgré des enquêtes approfondies menées par le FBI, qui ont notamment appliqué la collaboration d'experts en art, de la mafia de Boston et une offre de récompense de 10 millions de dollars, les œuvres restent manquantes. Les théories sur le sort des œuvres vont de leur vente au marché noir à leur destruction. Pour éviter toute trace, le musée garde les cadres vides accrochés à ses murs comme un rappel de ce qui a été perdu. Déclaration d'espoir. Ce cas a inspiré des documentaires, des livres et des théories du complot, devenant un récit fascinant de crimes et de mystères dans le monde de l'art. Numéro 20, l'homme de Pékin. Un fossile d'Homo erectus découvert dans une grotte près de Pékin en 1923 représente l'une des découvertes les plus significatives dans l'étude de l'évolution humaine. Cet ensemble de restes fossiles a offert aux scientifiques un aperçu unique des premiers humains et de leur capacité à fabriquer des outils, à utiliser le feu et à s'organiser en communauté. Pendant la Seconde Guerre mondiale, en 1941, les fossiles ont été emballés et préparés pour être transférés aux États-Unis, afin de les protéger de l'avancée des troupes japonaises. Cependant, à un moment donné du transport, les restes ont mystérieusement disparu. Les théories sur leur destin varient, allant de leur destruction lors d'un bombardement à l'idée qu'ils seraient cachés dans un entrepôt oublié, voire enterrés dans un parking en Chine. Malgré la perte des fossiles originaux, des moules et des enregistrements détaillés des restes ont permis aux scientifiques de continuer à étudier l'homme de Pékin.